Chers téléspectateurs, bonsoir et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition, cette soirée du 20 septembre 2025. À la une des actualités de ce jour, comme annoncé mercredi dernier, 5 jeunes représenteront pleinement Madagascar lors de la célébration du 30e anniversaire de l'adoption par l'ONU du Programme mondial pour la jeunesse qui se tiendra le 25 septembre prochain à New York, aux États-Unis. L'un de ces jeunes a déjà pris son envolière, prête à porter la voix des jeunes malagasy sur la scène internationale. Les détails avec Nervoula Tsferen et Andoura Zanjabé. 5 jeunes malagasy représenteront Madagascar lors de la célébration du 30e anniversaire de l'adoption par l'ONU du Programme mondial pour la jeunesse qui se déroulera le jeudi 25 septembre prochain à New York, aux États-Unis. Cette rencontre de haut niveau se tient en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies et constitue un rendez-vous majeur pour les jeunes du monde entier afin de discuter du développement et de l'octroi de plateformes aux jeunes. Les jeunes choisis, qui jouent un rôle actif au sein de leur communauté et de leur pays, sont invités par le département de la jeunesse des Nations unies à cette réunion de haut niveau. Ils représenteront Madagascar à New York, porteront la voix des jeunes malagasy et partageront leur expérience avec leurs pairs à travers le monde. Cet événement permet un échange direct et vise à ce que la participation des jeunes ait un impact concret sur chacun de leurs pays. Ces jeunes maîtrisent parfaitement l'anglais et les interventions publiques. Ce sont des leaders et des activistes issus d'Antananarivo, de Toliara, de Nosy Be Elville et de Mahajanga, représentant également leurs régions respectives. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui ont été invités par le département de la jeunesse de l'ONU, mais aussi des personnalités de renommée mondiale, des influenceurs et surtout des chefs d'État ayant une vision et une expertise reconnue dans le développement de la jeunesse, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Madagascar, pour sa part, a intégré la promotion et le soutien de la jeunesse dans sa politique générale de l'État, inscrit dans le premier pilier relatif au capital humain, accompagné d'actions concrètes telles que la construction d'infrastructures pour la jeunesse, comme le stade Barry Mamas, stade aux normes dans différentes régions, maison de la jeunesse, le soutien aux jeunes sportifs dans diverses disciplines et surtout l'accompagnement financier et technique aux jeunes entrepreneurs via le programme national FIARIN initié par le chef d'État lui-même. En ce sens, le président de la République, Andry Rajoelina, répond pleinement à ces critères et a donc été invité par l'ONU, par le biais du département de la jeunesse, à participer à la réunion de haut niveau dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire du Programme mondial pour la jeunesse qui se déroulera le 25 septembre prochain à New York, aux États-Unis. Ensuite, la BFP de Tirwanumadi dans la région de Bungulav est désormais opérationnelle après 2 jours de formation et de renforcement de capacité des policières qui y travailleront. Une formation qui a débuté le mercredi 16 septembre 2025. La BFP, ou Brigade féminine de proximité, est une structure spécialisée au sein de la police nationale dédiée à la prise en charge des femmes et des enfants et à la prévention des différentes formes de violence dans la société, notamment à travers l'information et la sensibilisation. Félan Rakoutorsou nous en dit plus. Depuis le 16 septembre 2025, des policières ont suivi une formation à Tirwanumadi en vue d'intégrer la BFP de la région de Bungulav. Cette formation s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère de la Sécurité publique, le contrôleur général de police, Ranjiambe Lumadi-Benyain. Une formation axée sur la lutte contre les violences basée sur le genre à Madagascar ainsi que sur la prise en charge des victimes. La mise en place de la BFP de Tirwanumadi s'inscrit dans une approche de police de proximité. Les membres de la BFP interviendront directement au sein de la population et les citoyens pourront les solliciter pour des conseils, un accompagnement ou un signalement concernant des cas de violence basés sur le genre tels que les violences domestiques ou sexuelles. La brigade de Tirwanumadi est la 13e BFP installée à travers Madagascar et la 4e inaugurée en 2025. Le ministère de la Sécurité publique encourage tout un chacun, homme ou femme, à oser dénoncer les violences auprès de la BFP. Cette brigade est ouverte à toutes et à tous selon les explications.
En éducation, le taux de réussite aux examens officiels de 2025 a connu une hausse pour la commune de Bungatsar dans le district d'Atimunjan. Parmi les raisons expliquant cette amélioration figurent les soutiens matériels apportés par la commune selon le maire. Et ce dernier, Richard Abenedjassan dit Dadaris, a déclaré que ces appuis dans le domaine de l'éducation se poursuivront notamment à travers la distribution d'équipements aux élèves pour cette nouvelle année scolaire. Les détails avec Radoura Manazatouf. Les résultats des examens officiels de 2025 se sont nettement améliorés pour la commune de Bungatsar, que ce soit au CEPE, au BEPC ou au baccalauréat. Le soutien matériel accordé aux élèves fait partie des facteurs ayant permis cette amélioration, selon le maire de la commune. Ce soutien entre dans le cadre de la politique de développement de la commune en matière d'éducation, a-t-il souligné. La commune collabore également avec ses partenaires pour la mise en œuvre de cette politique visant à améliorer le secteur éducatif. Parmi ses partenaires figure l'entreprise chargée de la gestion du grand dépôt de carburant en cours d'installation dans la localité, qui a contribué en offrant des équipements scolaires aux élèves lors d'une cérémonie de remise organisée ce vendredi devant la mairie. Ce soutien s'inscrit dans le cadre des actions sociales des entreprises locales, des actions exigées par la loi. Plusieurs entreprises ont déjà collaboré avec la commune et d'autres ont exprimé leur volonté de s'associer aux efforts communaux. Ensuite, les 100 meilleurs élèves des examens officiels du CEPE et du BEPC dans la circonscription scolaire d'Antananarivo, issus des écoles publiques, ont eu l'opportunité de monter gratuitement à bord du téléphérique hier. Ce ticket gratuit leur a été offert par le président de la République en guise de reconnaissance pour leurs excellents résultats, mais aussi afin de leur faire découvrir l'importance de ce nouveau mode de transport pour une grande ville comme Antananarivo. Il est essentiel que les élèves de la capitale découvrent et comprennent l'importance de ce nouveau moyen de transport urbain qu'est le téléphérique. C'est pourquoi une sélection des meilleurs élèves, ceux ayant obtenu les notes les plus élevées aux derniers examens officiels, CEPE et BEPC, dans la Cisco d'Antananarivo, ont pu en faire l'expérience gratuitement hier. Leur trajet est parti de la gare S1 à Anous jusqu'à Ivange, aller-retour. Un cadeau offert par le président de la République pour féliciter ses élèves. Ces derniers étaient ravis, émerveillés et reconnaissants après cette expérience. Ils ont pu découvrir Antananarivo sous un nouvel angle, vu d'en haut, à bord des cabines du téléphérique. Le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, responsable de la gestion du téléphérique, a rappelé que les élèves des écoles situées le long du tracé du téléphérique, notamment ceux ayant participé aux travaux pendant sa construction, bénéficieront également de tickets gratuits. En tout, ce sont 100 élèves les plus méritants de la Cisco Antananarivo qui ont pu profiter de cette montée en téléphérique. Dans un tout autre sujet, le gouvernement malagasy s'est fixé comme défi majeur d'augmenter considérablement la part de l'énergie propre dans la production énergétique nationale. Des efforts sont actuellement déployés à travers divers projets en partenariat avec les acteurs internationaux et l'un de ces projets est le programme Hassan Green, officiellement présenté hier à Anous et qui vise à accélérer la transition énergétique à Madagascar. Les détails toujours avec Naté. La transition énergétique signifie un changement vers l'utilisation des énergies propres. C'est un objectif déjà inscrit dans la feuille de route du gouvernement à travers le ministère de l'Énergie et des hydrocarbures. L'un des autres objectifs prioritaires est d'atteindre un taux d'électrification de 80% de la population malagasy. Et pour y parvenir, Madagascar sollicite le soutien de ses partenaires techniques et financiers, notamment via des programmes comme Hassan Green, qui regroupe déjà 20 pays africains. Ce programme comprend aussi la réduction de l'utilisation du charbon de bois au profit des solutions de cuisson propre. Actuellement, seuls 14% des ménages y ont accès à Madagascar, alors que l'objectif du programme est de porter ce chiffre à 50%. Un financement de 2,25 milliards de dollars provenant des secteurs publics et privés a été mobilisé pour fournir de l'énergie propre à 40 millions de personnes en Afrique, dont Madagascar fait partie.
Le programme Hassan Queen est mis en œuvre conjointement par le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Et dans le cadre du renforcement de la lutte contre l'insécurité au sein de la commune d'Itos, district à Timjan, le député Andjirati Vayin a procédé à la remise de 40 lampadaires solaires. Cette initiative vise à améliorer l'éclairage public pour une meilleure sécurité dans la localité. Par ailleurs, les agriculteurs membres de l'association Fitarech ont reçu divers équipements agricoles afin de soutenir leur activité. Les vols et menus larcins sont les formes d'insécurité les plus récurrentes dans la commune d'Itos. Une collaboration étroite est déjà mise en place entre les forces de l'ordre, notamment la police nationale, la gendarmerie et la commune, pour rétablir et renforcer la sécurité. Dans cette optique, le député Andjirati Vayin a remis hier des lampadaires solaires destinés à éclairer la localité. Ces lampadaires seront répartis entre la commune, la gendarmerie et la police nationale qui seront en charge de les installer aux emplacements stratégiques. Toujours dans une démarche de soutien à la population, le député a également offert aux agriculteurs de la commune des semences et divers matériels agricoles, dont des cubotas, des charrues, des motopompes, des herses, des sarcleuses et d'autres équipements destinés à améliorer leur rendement. Le député Andjirati Vayin a souligné que toutes les communes du district à Timjan bénéficieront de dons similaires. Jeudi dernier, c'était la commune de Fiumbunen qui a reçu des lampadaires, tandis qu'hier, c'était au tour de la commune d'Itos de bénéficier à la fois d'éclairage public et d'équipements agricoles. Il a également été révélé que la construction d'un barrage à Ntambok, situé dans la commune d'Itos, est en cours d'étude. Et en ce qui concerne les actualités sportives, l'équipe nationale de Madagascar, les Barea A, occupe désormais la 108e place au classement mondial de la FIFA, publié ce mercredi alors qu'ils étaient à la 115e position précédemment, une progression de 7 rangs qui s'explique par les bonnes performances de l'équipe lors des 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 ainsi que leur parcours remarquable lors du CHAN 2024 où les Barea A' ont atteint la 2e place. Sur le plan continental, Madagascar se classe à la 25e place en Afrique. Les détails avec Feilana Rakutarsoul. Les Barea A ont gagné cette place dans le classement FIFA, publié le 17 septembre dernier, passant de la 115e à la 108e position mondiale, avec un total de 1187,59 points. Au niveau continental, l'équipe nationale malagasy est désormais classée 25e, juste derrière la Tanzanie et les Comores. Cette progression internationale est le fruit des efforts réalisés lors des récentes échéances, notamment les journées 7 et 8 des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, ainsi que la performance historique des Barea A' au CHAN 2024. Ce résultat témoigne du développement continu du football malagasy. Et conscient de l'importance de maintenir cette dynamique, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdullah Marson Mustafa, ainsi que le sélectionneur, Corentin Martins et son staff, se sont réunis hier dans la capitale pour étudier des stratégies d'amélioration à long terme. Cela implique non seulement une meilleure organisation technique, relevant du staff technique, mais également un soutien logistique renforcé de la part de l'État, notamment à travers le ministère, pour faciliter les déplacements et l'encadrement des joueurs de l'équipe nationale. Les passionnés de football malagasy attendent avec espoir des résultats encore meilleurs, ainsi que la correction des faiblesses constatées lors des précédentes rencontres. Place maintenant aux actualités internationales. Au Cameroun, la fille du président sortant de 92 ans qui vise un 8e mandat et candidat présidentiel, Paul Biya, a publié une vidéo appelant à ne pas voter pour lui. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux camerounais avec l'opposition qui l'accueillit favorablement. France 24. Je ne voterai pas Paul Biya. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce qu'il a fait souffrir assez de gens. Ces propos chocs sont ceux de Brenda Biya, la fille du président sortant et candidat à sa propre succession, Paul Biya. Dans une vidéo postée sur TikTok et retirée depuis, elle affirme avoir coupé les ponts avec sa famille qui lui aurait fait subir des mauvais traitements.
En pleine période électorale, la vidéo est devenue virale. Plusieurs opposants y voient des signes d'une fracture au sein du régime au pouvoir depuis plus de 4 décennies. Elle nous appelle à ne pas voter pour lui. Qui sommes-nous pour voter pour cet homme, honni par sa propre fille? Tout sauf Biya. Du côté du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, interrogé par RFI, on dénonce l'abjection qui consiste à exploiter à des fins politiciennes la détresse d'une jeune femme, fût-elle fille du président de la République. La campagne électorale débutera le 27 septembre 2025 avec 12 candidats en lice pour viser le plus haut poste du pays. Ensuite, le temps continue de monter entre la France et le Mali. Après l'arrestation dans la capitale malienne le mois dernier d'un diplomate français accusé d'espionnage et de tentative de déstabilisation, Paris répond à Bamako en expulsant 2 diplomates maliens du territoire français. France 24. La crise s'aggrave entre Bamako et Paris, et vous l'avez dit, 2 diplomates maliens à l'ambassade du Mali en France sont pliés de faire leur bagage et de rentrer à Bamako, et cela avant ce samedi. Et d'après nos informations, parmi les 2, il y a un qui est un officier supérieur de l'armée et l'autre est un officier supérieur de la police nationale. C'est un peu une réponse du berger à la bergère, parce que le mois dernier, le Mali avait arrêté à Bamako un diplomate français soupçonné ou accusé d'être un espion et d'avoir tenté de déstabiliser les institutions. Mais Paris va plus loin cette fois-ci en décidant de rompre ses relations sécuritaires avec le Mali, plus précisément la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Il n'y a plus de coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme entre Bamako et Paris. Et ça, c'est quand même important parce que malgré la brouille entre les 2 pays, cette coopération existait et maintenant, ce canal est fermé. Alors, c'est quand même assez curieux parce que depuis le début de cette nouvelle crise, la junte malienne n'a pas encore réagi, ce qui est rare parce que généralement, elle est à fleur de peau. Dès que Paris pose un acte, elle réagit officiellement. Elle n'a pas réagi, mais nous avons interrogé des proches de la junte qui nous ont dit « Nous avons pris une mesure de réciprocité en demandant à 5 diplomates français en poste à Bamako de quitter le territoire national. Mais nous avons vérifié, Paris répond, mais ces 5 diplomates n'étaient plus du tout en poste à Bamako. Ils étaient déjà rentrés avant l'annonce du gouvernement malien de leur demander de quitter le territoire national. Et au Sénégal, de nombreux mouvements dissidents du pouvoir ont marché ce vendredi à Dakar pour réclamer la libération des détenus politiques et d'opinion, l'indépendance de la justice et la protection de la liberté d'expression. Ce sont les premières grandes manifestations de l'opposition depuis la présidentielle de mars 2024. Reportage sur les images de France 24. Libérer les détenus politiques est le principal mot d'ordre entonné par les manifestants qui ont paradé cet après-midi dans les rues de Dakar. Les manifestants réclament également une indépendance de la justice et plus de liberté d'expression. Ils fustigent l'arrestation de voix critiques du pouvoir et l'emprisonnement de dignitaires du régime sortant. C'est l'une des premières grandes manifestations organisées par l'opposition depuis la présidentielle de mars 2024. Je vous propose d'écouter les manifestants. Je dirais même pas des détenus, je dirais des otages politiques. C'est du kidnapping ce qui se passe actuellement au Sénégal. Personne ne pourra vous dire pourquoi on a arrêté Lat Diop. Personne ne pourra vous dire comment est-ce possible d'arrêter Badara Kadiaga pour avoir donné son opinion dans une émission télé. Le peuple s'est battu pour que Sonko arrive au pouvoir. Il faut qu'il libère les détenus politiques. La liberté de la presse bafouillée. Les entreprises de la presse mises dans des situations extrêmement difficiles. Voilà notre désarroi, voilà notre combat. Les manifestants à qui nous avons parlé réclament également plus de mesures sociales pour alléger la vie des ménages les plus modestes face à la situation économique difficile que rencontre le pays, le Sénégal, qui traverse une crise des finances publiques depuis maintenant plusieurs mois. Chers téléspectateurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.